Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. C'est un réel bonheur, un plaisir de vous retrouver comme tous les lundis, 21h, 22h30, mardi à la même heure, le mercredi également, 21h, 22h30. Dans le cadre de votre émission Tout au clair, ce lundi va se consacrer à des problématiques et non des moindres, la question de la tribalité ou du tribalisme. Pourquoi le repli identitaire? Et puis, il faut le dire, au Cameroun, le masque ou les différents masques du tribalisme semblent être tombés au sortir de la présidentielle du 7 octobre 2018 dernier sur la toile, mais également à travers les commentaires dans les chaumières et aussi dans l'espace public national. Le mur invisible du tribalisme s'est écroulé. Il y a des temps où la démagogie reste la principale préoccupation des Camerounais, où l'on enseigne l'unité et l'indivisibilité de notre pays. Il y a aussi lieu de le remarquer, les discussions, les débats dans la scène politique ont justement tourné autour de l'élection d'un individu issu d'un camp tribal ou d'une tribu bien précise, qu'on soit Bamleke, Ewondo, Bassa ou encore qu'on soit Aoussa ou même Foulbé. Il reste que nous sommes tous Camerounais. Mais comment comprendre que cette problématique de ce repli identitaire soit de plus en plus présent et de plus en plus d'actualité dans nos échanges, dans notre quotidien, dans notre société. Le Cameroun naturel de ce tribalisme devenu pratiquement automatique pour les uns et les autres. Une situation qui fait craindre le pire et qui pourrait peut-être dégénérer en conflit interethnique au Cameroun. Il y a donc lieu d'en discuter au sortir de cette problématique et même de cette élection présidentielle du 7 octobre 2018 dernier aussi, au cœur donc de cette problématique qui retient notre attention. Une autre aussi, notamment celle en rapport avec la modification de la constitution de l'État du Gabon. On le sait, le président Ali Bongo Dimba ne se sent pas bien. Il est pris en charge en Arabie Saoudite par les médecins de ce pays, frère de l'État du Gabon. Mais pourtant, la situation semblait se compliquer au Gabon au regard, surtout, il faut le préciser, de non-dits autour de l'état de santé du président Ali Bongo Ndimba. L'opposition est très vite montée au créneau pour créer une espèce de vacances à la tête de ce pays voisin du Cameroun. Y avait-il véritablement vacances? Pourtant, immédiatement, quelques temps après, on a vu le Conseil constitutionnel au Gabon également procéder à la modification de la Constitution pour mettre en place un vice-président. Une situation qui n'a pas laissé indifférente l'opposition, qui crie non, qui crie au scandale et qui crie à la violation des droits et même de la loi fondamentale de l'État du Gabon. Voilà donc les problématiques, mesdames et messieurs, que nous allons aborder dans le cadre de Tout au clair de ce lundi sur la télévision du Monde. Votre émission est interactive et avec nous, plusieurs panélistes sur ce plateau. Merci de faire confiance à la télévision du Monde. Merci d'être au rendez-vous de tous les lundis désormais sur Tout au clair, votre émission sans détour, sans complaisance, où tout est diisible, mais également où on le dit sans détour, mais pour davantage apporter de l'éclairage aux téléspectateurs ici et partout ailleurs. Je le rappelle, cette tribune est interactive. Vous pourrez nous avoir et nous envoyer vos SMS ou vos messages WhatsApp par des contributions à travers le 6 99 57 30 26, 6 99 57 30 26, c'est le code d'accès à cette émission. Et
invité donc pour échanger avec nous de manière claire, précise et sans fioriture de cette problématique ou de ces deux problématiques énoncées à l'entame de ce programme. 4 messieurs, dont 3 sont déjà confortablement installés sur cette place de toute claire de ce soir. Nous débutons cette présentation par l'un des invités à ma gauche. Il est avocat au barreau du Cameroun, je pense, militant d'un parti politique également. Et nous retiendrons seulement la casquette de l'homme de droit ce soir. Maître Emmanuel Achou, c'est son nom. Il est donc notre invité ce soir sur cette scène. Et avec lui, nous discuterons de ces différentes problématiques. Maître Achou, bonsoir. Bonsoir, téléspectateurs, bonsoir, putain. Merci d'avoir accepté d'être sur notre plateau ce soir. Le plaisir est partagé. Juste en face de vous, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs, ce n'est pas encore le moment d'appeler ou d'envoyer des SMS, s'il vous plaît. Prenez encore le temps d'écouter les débats qui seront le nœud de cette émission tout au clair de ce soir. En face, à l'extrême droite, nous avons un habitué de ce plateau. Il est journaliste de la place, à Repère notamment, et à Éco-Matin. Georges Semé, c'est son nom. Monsieur Georges Semé, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur Moutemé. Merci encore d'avoir accepté d'être le nôtre ce soir. Tout le plaisir pour moi, puisque ça fait la seconde fois que vous m'invitez sur votre plateau et je vous remercie très chaleureusement de m'avoir renouvelé cette confiance et cette invitation. Alors il faut dire que les problématiques sont assez importantes ce soir. Tout à fait, on parle de cette affaire qui défraie la chronique depuis l'élection présidentielle. Vous l'avez relevé tout à l'heure dans votre introduction. Ce clivage qu'on observe aujourd'hui entre les tontinards, entre guillemets, et les sardinards, entre guillemets. Mais également, vous avez relevé l'actualité dans un pays frère, le Gabon, qui écume bien évidemment les chaumières au Cameroun, parce qu'il s'agit d'abord d'une question politique importante, mais il s'agit également d'un pays voisin qui intéresse davantage côté politique l'actualité au Cameroun. Donc je crois que avec ces deux thèmes, nous saurons effectivement donner tous les éclairages possibles à nos téléspectateurs. Voilà donc ce qui est dit avec notre invité Georges Semé qui revient sur ce plateau, juste à côté de vous, enseignant, il est égyptologue, il est également anthropologue et nous allons discuter avec lui ce soir. Lui, c'est le professeur Doukaya. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être notre invité en cette soirée. Oui, merci. Et puis je pense que c'est aussi intéressant pour une fois d'interroger un peu les scientifiques africains quand il y a des débats aussi profonds comme les thèmes de ce soir, tribalité, racisme, etc. Je crois qu'il est aussi important de temps en temps que les opinions des scientifiques puissent aussi être demandées parce que ça donne beaucoup de flou. On a l'impression que l'Afrique n'a pas de pensée, qu'on ne fait que subir tout ce qui vient d'ailleurs. Et donc on parle de tribus, de tribalité. Je pense que merci beaucoup pour ce débat de ce soir assez profond. Alors, le temps que notre dernier invité s'installe sur ce plateau également, pour ça je voudrais bien commencer par vous. On parle de tribalité, de tribalisme. Comment est-ce qu'on peut définir l'un ou l'autre terme? Alors, moi déjà au départ, parler de tribalité, de tribu, pour nous c'est une insulte. C'est une insulte à l'Afrique et à l'homme, parce que le mot tribu, tribalité, en général, au point de vue scientifique, ne s'advert qu'à des espèces animales. On me dit tribu de zébu, tribu de bœuf. J'ai jamais entendu parler que par exemple les Normands c'est une tribu. J'ai jamais entendu que les Bretons c'est une tribu en Allemagne. Pourquoi on parle de tribu en Afrique? Alors déjà, c'est quelque chose, même l'accepter mentalement, ça nous met hors du cours scientifique. Il n'y a pas de tribu en Afrique. Il n'y a pas de tribu au Cameroun. Il n'y a même pas de race. Scientifiquement, il a été prouvé que le mot sapiens sapiens, l'homme noir, le dernier stade de l'homme est né en Afrique. Il est resté plus de 200 000 ans en Afrique avant de sortir, il y a au moins 80 000 ans, d'aller vers l'Europe. C'est en allant vers l'Europe qu'il s'est transformé pour s'adapter, cet homme-là, cet Africain, pour s'adapter à la nature européenne de cette partie, est devenu blanc. Mais il n'y a pas de tribu, il n'y a pas de race. Et cet homme qui a parcouru le monde jusqu'à aller jusqu'au fin fond de l'Asie, jusqu'au fin fond de l'Amérique. Alors on dit souvent que l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais c'est même faux. C'est pas ça qu'on doit dire. On doit dire que l'Afrique a africanisé le monde.
C'est nous qui avons donné au monde sa présence humaine, qu'on appelle sapiens, sapiens. Alors, on ne peut pas parler de race, d'abord. Alors, de tribu non plus. Tout à l'heure, si vous voulez, je peux vous donner un copie d'explication pour revenir dessus. Tout à l'heure. Un autre invité qui nous a rejoint, fort heureusement, sur cette tribune de toute claire, est enseignant également, militant aussi d'un parti politique. Nous retiendrons la casquette d'enseignant ce soir. Lui, c'est le docteur Serge Soro, qui est donc de notre ce soir. Docteur, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à vos téléspectateurs. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Vous avez écouté certainement votre collègue enseignant qui parle de ce qui n'est pas de tribu, donc il n'est pas possible de parler de tribu au Cameroun. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Il n'y a pas de tribu, il n'y a pas de tribalité. On ne peut pas forcément définir ces concepts. Je vais d'abord dire un bonsoir particulier au professeur Doukaïa, qui est un aîné, et qui est un égyptologue respecté et respectable en Afrique. Je vais aller dans son sens sur le plan scientifique. Sur le plan scientifique, il a parfaitement raison quand il dit qu'il n'y a pas de tribus. C'est comme si au sein d'une même famille, vous aviez beaucoup d'enfants et sur la base des noms, quelqu'un commence à leur dire qu'ils ont déjà d'autres familles et qu'ils sont différents. Et il arrive à instrumentaliser cela. Mais il faut, lorsque le problème se pose, parce que quand un problème se pose comme celui que vous avez posé, c'est qu'il y a un mal. Et pour bien cerner le mal, il faut faire un diagnostic objectif et scientifique. Et c'est bien que le professeur Doukaïa ait commencé par déblayer ce champ pour qu'on puisse, lorsque le moment va venir, identifier où est venu le mal. Et pourquoi certains le mettent en avant maintenant pour essayer, n'est-ce pas, de s'approprier une certaine, je ne sais pas comment je peux dire ça, parce que j'ai peur de dire quelque chose que tout le monde ne comprendrait pas. De s'approprier un instrument de gestion de l'État. Parce que c'est ça l'enjeu, il faut dire ça simplement comme ça. Parce que quand vous allez regarder la construction anthropologique, on va vous dire que quand on étudie les populations africaines, on parle d'anthropologie ou d'ethnologie, et quand on veut étudier les populations des autres, on parle de sociologie. Donc il n'y a pas de différence entre tribalité et tribalisme? Non, non, là maintenant, il y a entre tribalisme et tribalité, il y a beaucoup de différences. Mais il dit, ce qui est vrai, c'est entre un Bassa et un Douala, il ne s'agit pas de deux tribus différentes. Il s'agit carrément, par exemple, de deux Camerounais, un parlant allemand et l'autre parlant français. Vous allez dire qu'ils sont différents, qu'ils sont de deux tribus différentes? Non. Encore qu'on peut aller plus loin et vous démontrer qu'entre le Camerounais des montagnes de l'Ouest, le Camerounais des montagnes de Kirdi et moi, le Camerounais de la forêt de la Sanaga maritime, nous avons un ancêtre commun. Nous avons des cultures communes. Nous voyons fondamentalement les éléments de culture, deux ou trois qui sont créateurs, la religion, la langue et la manière de gérer l'espace qui sont communs, qui font de nous un seul être. Et là, on va se demander, mais pourquoi les gens se sont appuyés sur l'habit extérieur pour nous dire que nous sommes différents? Alors, j'en sais, mais il y a quand même que même si les scientifiques sont restés assez évasifs, il y a un constat qui a été fait. Depuis pratiquement des années, on parle de cette problématique ou de cette question de tribalisme de manière sous-jacente. Et malheureusement ou heureusement, à la faveur de la présidentielle d'octobre 2018, on a observé et on a pratiquement fait le constat récurrent de la question du tribalisme qui est revenu une fois, deux fois, plusieurs fois. Qu'est-ce qui peut expliquer cette montée en puissance de cette problématique? Bien, d'abord, j'aimerais dire un mot sur les deux précédentes prestigieuses interventions de la part de ces deux enseignants que vous avez invités. Je partage en partie leur assertion. J'estime qu'on ne peut pas parler, lorsqu'on prend la composition sociologique d'un pays africain, que ce soit le Cameroun ou un autre pays, on ne peut pas parler de tribu stricto sensu. Mais si on emploie le mot tribu, je pense que c'est dû à certaines considérations sociologiques et surtout vernaculaires. Et le Cameroun a ceci de particulier que, nous dit-on, on dispose d'au moins 300 tribus. Et c'est en rapport avec les langues vernaculaires qui sont parlées au Cameroun. Mais le Cameroun a également ceci de particulier que nous avons deux
de clivage en termes de langue, les francophones et les anglophones. Donc je pense qu'à ce niveau, on peut parler de tribus lorsqu'on fait un rapport avec les langues vernaculaires qui sont utilisées au Cameroun. Tout à l'heure, il a pris l'exemple des Bassa, on peut parler des Douala et des Bamileke. C'est pour la raison pour laquelle, par extension ou alors abusivement, on parle de tribus. Maintenant, pour répondre à votre question, nous sommes extrêmement surpris de ce qu'il y ait ce déchaînement de tribalisme, que ce soit dans les réseaux sociaux ou alors sur les plateaux de télévision ou alors même dans les rapports interpersonnels entre les Camerounais. C'est vrai qu'il existait déjà des prémices ou alors des signes de tribalisme dans les rapports individuels. Parce que lorsque un Camerounais désigne un autre Camerounais comme un Bamileke de façon très péjorative en disant que les Bamileke sont taxés d'être parfois des gens chiches ou sales, il y a un zeste de tribalisme dans ces propos. Donc, dans les rapports interpersonnels que nous entretenons dans la société, il y a effectivement des comportements tribalistes, mais il n'y a pas une politique nationale de tribalisme et la Constitution l'interdit formellement. Elle milite en faveur de l'intégration tribale. Donc je pense que la question politique, et là vous avez justement cité l'élection présidentielle qui est venue malheureusement exacerber le sentiment tribaliste avec cette implication politique que l'on a observée lors de l'élection présidentielle. Et dans les réseaux sociaux, on assiste malheureusement à une quasi-guerre civile dans les réseaux sociaux entre tribus différentes. Et c'est ce qui a certainement donné l'origine de ces deux appellations totalement absurdes de Sardina et de Tontina. Tout à l'heure, peut-être en revenant, on reviendra sur les explications justes et sociologiques des origines de Sardina et de Tontina, mais j'observe quand même qu'avec l'élection présidentielle, il y a eu cette résurgence déplorable du tribalisme avec des personnes qui pensent qu'il y a une ethnie qui devrait préexister sur une autre ethnie et ça a donné à des déchaînements quasiment de guerre civile dans les réseaux sociaux ou alors même dans les rapports interpersonnels que l'on observe dans les quartiers. Alors, on a fait également le constat, même au sein des partis politiques, et là je m'adresse à Maître Achou, on taxe certains partis d'appartenir essentiellement à un type de région ou à un type de découpage linguistique. Est-ce qu'on peut comprendre cette façon de voir les choses ici au Cameroun? Bon, lorsque vous dites qu'on taxe certains partis, c'est comme si c'était... Le SDF s'est réclamé être le parti des anglophones. C'est comme si c'est une taxation officielle. Mais ce n'est pas le cas. Disons que certains individus se permettent le luxe de se lancer dans ce genre de comportement méprisable qui consiste à vouloir mettre les autres citoyens en mal dans leur peau en leur faisant croire qu'ils sont des personnes qui ne sont pas comme les autres pour avoir osé défier, n'est-ce pas, leur champion. Ils auraient préféré que personne ne se lève pour dire je veux être candidat, je veux être président. Donc c'est déplorable. Moi je trouve que c'est tout à fait à cause de cet affichage, n'est-ce pas, d'un candidat qui a dit monsieur, vous avez assez fait, partez, je peux prendre la relève. Donc le vrai problème, c'est celui de l'alternance et le problème de comment est-ce que tout le monde supporte cette alternance? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que après celui qui est là, le Cameroun va mourir? Parce que celui qui viendra ne sera pas du même groupe sociologique que lui. Et que peut-être ce groupe-là semble être supérieur aux autres. Ça semble être supérieur aux autres. Donc il faut faire très très attention parce que il y a un langage silencieux qu'on ne veut pas dire, la supériorité ethnique. Parce que quand on commence à qualifier les gens de tontinards, ça veut dire qu'ils ne savent que faire de la tontine, ils ne réfléchissent que argent et pas autre chose. La politique, c'est pas leur affaire. Donc, les autres qui nous disent pensent que leur affaire c'est la politique. Il ne faut donc pas que quelqu'un d'autre s'y intéresse. Donc, moi, je pense que c'est une question
C'est juste un petit jeu, n'est-ce pas, un petit jeu pour décourager d'autres citoyens, n'est-ce pas, dans le jeu politique. Alors, avant de revenir au professeur Doukaya, hein, on parle de confiscation politique. D'où, comment comprendre la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, partant du constat fait de la dernière présidentielle, où tout était essentiellement tribal, tribu. Alors, je vais d'autant plus être content de prendre la parole à cette occasion que pendant toute la campagne, je m'étais engagé à me taire parce que je voyais le paysage. C'est pas le lieu de faire notre campagne. Et j'étais surpris que les gens soient surpris. Oui, oui, j'étais surpris que les gens soient surpris que notre histoire, telle que héritée de la colonisation et des schémas de division et d'exclusion coloniale, nous conduisant en formatant les gens par l'éducation et la religion vers l'autoflagellation et l'autodestruction, que les gens s'imaginent qu'ils allaient vaincre ce système en utilisant ces mêmes mécanismes. C'était la première faute. C'est normal, parce que lorsque nous avons posé le problème sur le plan scientifique de la communauté nationale comme une, malgré sa diversité, on ne nie pas le fait qu'il y a eu des notions qui ont été introduites en Afrique pour créer justement ces divisions propices à l'exploitation. Lorsqu'on a voulu structurer la tribu en Afrique, mais ce n'est pas seulement au Cameroun, on a vu ce que ça a donné au Rwanda, on a vu ce que ça a donné au Zimbabwe. Dans tous les pays africains, l'impérialisme judéo-chrétien occidental, qui sait très bien qu'on ne peut pas utiliser la catégorisation des populations, que ce soit sur la couleur des yeux. Hitler a voulu faire ça, on a vu ce que ça a donné. Les Slaves ont voulu faire ça, c'est là-bas que vient l'esclavage. Et il a utilisé un mot très intéressant, vernaculaire. Ça veut dire la langue des esclaves. C'est-à-dire on veut vous classer à partir de votre catégorie d'esclaves. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un homme, vous êtes un homme noir. Donc vous êtes un esclave et on vous classe comme on classe des animaux. Et on vous demande de réagir comme réagiraient les animaux si on les laissait s'auto-gouverner. Et dans ce chemin-là, la présidentielle a été quoi? Moi, je vais aller très rapidement. Déjà, contrairement à tout ce que les gens pensent, cette présidentielle a été la plus simple pour ceux qui gouvernent. Parce qu'ils n'avaient en face d'eux que leur structure, les éléments et les prototypes qu'ils ont fabriqués. Tous ceux qui contestent ce système depuis de manière scientifique ont été écartés systématiquement et méthodiquement sans que cela n'éveille ni le rejet des autres qui y allaient parce qu'ils croyaient justement qu'ils vont trouver le fauteuil vide. Mal leur en a pris. Maintenant, les abus de langage. Moi, je ne suis même pas sûr. Vous les classez comme étant des abus de langage? Oui, parce que je ne suis pas sûr qu'ils sont même conscients de la gravité. Parce que moi, j'ai lu les choses dans les réseaux sociaux qui, pour des gens qui prétendent avoir eu des diplômes d'un certain niveau, parce que je me doute qu'ils soient des intellectuels ou des hommes suffisamment cultivés, j'eût été à leur place que j'allais dénoncer tout cela et démissionner. C'est-à-dire arrêter l'élection à ce niveau. Parce que soit j'allais me rendre compte que ceux qui me supportent ne comprennent même pas mon combat, soit j'allais avoir peur qu'on m'associe à eux comme on est en train de vouloir le faire. Je prends un cas. Moi, je sais qu'au Cameroun, l'instrumentalisation des communautés a commencé depuis la colonisation. Vous allez dans nos écoles, avant il y avait les groupes anciens du lycée 2. On y confondait. Beaucoup ne savent pas que le président Aïdjo parlait tellement Ewondo que souvent il n'arrivait pas à bien parler Foufoulé. Parce que là-bas, il n'y avait pas d'association de ressortissants du Nord. Mais quand on a senti que le combat contre l'ordre impérial a commencé, dans toutes les écoles, il n'y avait que des regroupements communautaristes. Ce n'était pas fait, comme on disait, pour favoriser l'émergence de ces groupes. C'était pour leur inoculer ce venin qu'on allait utiliser à un moment donné. Maintenant, le formatage qu'ils sont reçus à l'école, parce qu'il faut parler sur les chemins. Comment des gens qui veulent gouverner un pays, qu'ils veulent unir, peuvent avoir pour référent tous les éléments qu'on a utilisés pour les diviser et les gouverner? Ce n'est pas possible. Donc, quand ils commencent à vouloir utiliser ces référents, c'est-à-dire qu'ils ont échoué au niveau d'un discours cohérent, national, constructif. Aucun de ces candidats n'avait un discours constructif.
Moi, je vous mets à défi ici, comme apporte leur programme. Je vais les démonter un à un. Il n'est pas question de démonter le programme. C'est pour ça que je vais vous dire que, en fait, les gens répétaient ce qui est dans leur subconscient psychique sans même se rendre compte de la gravité de cela. Et c'est pour cela que pour moi, souvent, il ne faut pas qu'on s'arrête aujourd'hui à l'écume. Il faut qu'on commence à profiter de ce temps libre pour débarrasser les Camerounais de ces oripeaux qui leur font tromper, qui leur font dire qu'il y a, par exemple, il n'y a pas 300 langues au Cameroun. On confond l'arbre, les racines, les feuilles mortes et les branches. Ce n'est pas ça la langue. Il y a au Cameroun 5 langues. Il peut y avoir 1000 dialectes, 1000 parlés, comme il y en a en France, comme il y en a partout. Mais au Cameroun, il y a 5 grands groupes linguistiques. Je parle sous le contrôle de tous les linguistes africains qui ont fait des études sérieuses sur la question camerounaise. Au Cameroun, il y a 3 grandes familles communautaires qui se rejoignent même dans leur mouvement migratoire vers la fin de l'Antiquité. Donc, il faut qu'on arrête ces discours qui sont transmis par des gens qui ont des problèmes de survie et qui pensent que en jouant au ping-pong sur celui qui représente à peu près la nation qui devait assurer leur bien-être, ils vont se sentir à l'aise. Voilà le vrai problème. Alors, il y a un problème qui est récurrent, qui est visible sur le terrain. Nous avons eu des candidats considérés comme les candidats de l'Ouest, les candidats du Nord-Ouest, les candidats du Sud-Ouest, mais également les candidats du Nord. Est-ce qu'on devrait pouvoir catégoriser ces candidats à cette élection présidentielle au point de formater même les esprits de ces électeurs qui allaient aux urnes? Écoute, merci beaucoup. Mais je remercie d'abord mon confrère qui a donné une certaine idée. Mais je veux un peu revenir en arrière pour vous montrer comment le problème est vraiment profond. Quand on dit Bamileke, mais Bamileke, ça n'existe pas. Il n'y a aucune preuve scientifique qui dit que Bamileke n'existe pas. Ce sont les Allemands qui sont partis chercher les gens qu'on appelle les Grasfield, c'est-à-dire les habitants de la terre fertile. Quand Douala Mangambole est mort et que les Douala se sont un peu révoltés, c'est eux qu'on a apportés pour venir construire les routes, cette route qui va de la Poste jusqu'à Okapalas. Et le soir après, ils allaient donc à ce moment-là, ce sont les Douala qui avaient les boutiques, ils allaient donc aller dans les boutiques. Et le dimanche, ils sortaient le masque, parce qu'ils jouaient le masque un peu là. Et quand ils jouaient le masque, les Douala disaient « Ah, Batuba Eleke ». Batuba Eleke, ça veut dire les porteurs de masques. Voilà où donc le mot Bami Leke vient, ça veut dire Ba Ileke, les porteurs de masques. Mais c'est quoi même? Prenons un peu les Bafang, Batuba Fang. Mais alors les Fang, d'après mon confrère Obenga, Théophile Obenga, ils ont mis un siècle pour atteindre là où ils sont aujourd'hui. Les Fang, parce qu'on dit Fang Betty. Ben oui, ben oui. Voilà donc un Bafang qui quitte là-bas et qui avait donc le masque Fang. Le masque Fang, c'était le plus beau masque, je peux dire même de l'univers. Ils n'en font plus. Ils ne font plus de masques. Donc ils sont partis, donc les Fang sont partis de là où ils sont pour atteindre les Fang Betty. Donc on dit Fang Betty et Ewondo. Mais Ewondo c'est qui? C'est Ewondambedi, Doualambedi. Ils ont tous le même ancêtre. Ewondambedi, Doualambedi. Je vous donne. Vous voyez où nous sommes et on nous parle de tribus. Je sais pas. Alors, quelle est la différence entre un Bassa et un Sawa? Quand on dit un Bassa, on dit Batubassa. Et quand on doit dire un Sawa, un descendant de ça. Mais ça veut dire quoi? C'est un Sahara. Ah oui, vous voyez? Un Sahara, c'est quoi? Mais c'est l'habitant. Sahara vient de l'Égypte, ça veut dire le fils de Dieu, le fils du soleil, Sahara. C'est ça qu'on dit Sahara, Saré, Bassari, on dit Sarakolé. Donc, vous voyez que donc, quand on s'exprime qu'on est des Sahara, on a une référentielle. Ce n'est pas dit, il n'y a aucune différence. C'est le même peuple. Je vais donner un exemple. Un peuple qui habite à côté de la mer va maîtriser l'environnement. Ce même peuple, quand il va habiter à côté de la montagne, il va maîtriser la montagne. Quand ce même peuple va habiter à côté de la forêt, il va maîtriser la forêt. Et les Blancs vous disent que non, ce sont des tribus. Quelles tribus? Nous avons les preuves aujourd'hui, nous pouvons retracer. Il y a 300 ans, on n'était pas ici. On n'était pas ici il y a 300 ans. On était où? Toute cette façon de voir, on sait d'où on vient. Dans quelle grande... Parce que nous avons créé en Afrique une des plus grandes civilisations de tout le temps. Qu'on ne veut pas dire que nous sommes ici, je comprends pourquoi. Mais sache que moi, je vais rejoindre mon frère. Il n'y a qu'une seule langue en Afrique, au Cameroun. Il n'y en a même pas beaucoup parce que nous tous pour dire où est-ce que tu habites.
en Bassa, en Douala, partout, on dit où est-ce que tu es assis. Vérifiez, je dis, vous êtes attention, on dit où est-ce que tu es assis. Jusqu'au Congo, partout. Donc nous avons une vision du monde. Cette vision non cosmogonique a permis à ce que les Africains créent la Nubie, l'Égypte pharaonique, une des plus grandes civilisations que le temple de... Voilà. Alors, Donc, si on vous écoute, on doit pouvoir comprendre que tous les fils du Cameroun sont issus du même tronc. Oui. Donc, on ne devait pas pouvoir parler de ces concepts qui sont... Je comprends que nous sommes des victimes. Parce que dans nos écoles, nous avons continué l'école coloniale. On n'a pas eu le temps de faire ce qu'on appelle une rupture épistémologique. C'est-à-dire aller rechercher en nous notre propre histoire. On a toujours continué à apprendre l'histoire telle que les manuels qu'on fait, ce sont les manuels européens. Et nous voyons l'Afrique comme un Afrique. Il y a beaucoup d'insultes. Quand on s'insulte entre nous, moi je vois le blanc qui insulte le noir. Le noir n'aime pas le noir. Même aux États-Unis, je vous dis, il y a plus de crimes entre le noir qu'entre le noir et les blancs. Parce que nous avons une image négative qu'on nous a inclus dans... Vous savez, beaucoup d'Africains n'aiment pas lire. Parce que tout ce qui est écrit dans les bouquins sont contre le noir. Ah oui, c'est inconscient. Nous, on n'aime pas le noir. Ça veut dire que nous avons appris à nous haïr nous-mêmes. Et c'est normal. Parce que le jour où on saura qui on est, ben on va changer. Georges Semer, le professeur Doukaïa nous tient un discours qui laisse penser que finalement, le mal-être que nous vivons aujourd'hui et qui était sous-jacent et qui finalement a germé comme une espèce de fleur ne devrait pas ou n'a pas son sens dans la société camerounaise aujourd'hui. Alors, malheureusement, il a son sens. Et je partage en partie, une fois de plus, ces thèses qui ont été développées par les deux universitaires. C'est vrai qu'il y a des recoupements dans les origines de toutes les tribus, alors les langues du Cameroun, mais la réalité est là. On observe quand même qu'un Douala n'est pas un Bassa, un Banen n'est pas un Boulou, ou alors un Fulbe n'est pas celui d'une autre ethnie, parce qu'il parle, voilà, il parle des langues différentes. Mais c'est vrai que nous avons tous, quand il faut prendre le cas, par exemple, des Douala et des Bassa, nous avons tous une origine convergente. Mais il y a une réalité qui nous rattrape, c'est que le Boulou ne parle pas la même langue que le Douala. Le Douala ne parle pas la même langue que le Bassa. Le Boulou est prompt à défendre les intérêts de notre Boulou plutôt que de défendre les intérêts d'un Bassa? Non, je ne suis pas encore à ce niveau. Je vais juste faire comprendre qu'il y a plusieurs, on peut dire qu'il y a des centaines de langues au Cameroun. Il y a même des centaines de tribus au Cameroun parce que nous ne parlons pas la même langue. Et je ne suis pas également d'accord lorsqu'on dit que les gens sont surpris d'être surpris qu'il existe le tribalisme aujourd'hui. Le tribalisme est une réalité au Cameroun et la chose politique n'a fait que l'exacerber. J'ai pris tout à l'heure un exemple tout à fait banal. Lorsque on qualifie un compatriote de Bamileke en disant que le Bamileke est sale ou alors le Bamileke c'est un tontinant. Je crois que c'est extrêmement péjoratif et c'est très dangereux pour la cohésion nationale. Alors, on peut prendre un autre cas. Comment comprendre que ce type de langage puisse être aussi vulgaire aujourd'hui, devenir pratiquement récurrent? Oui, c'est pour ça que je disais que la chose politique l'a simplement exacerbée. Dans les rapports interindividuels. Ces concepts, Bamileke, Tontina, Sardina, tout ça. Dans les rapports interindividuels, dans le quartier, dans la société, nous voyons les visages du tribalisme tous les jours, quasiment tous les jours. Je ne vais pas revenir sur l'exemple que j'ai pris. Mais je pense également que dans les regroupements politiques, on observe également ces velléités tribalistes. C'est parce que, et vous l'avez dit suffisamment tout à l'heure, il y a certains partis qui rassemblent en leur sein en majorité les militants de certaines tribus. C'est une réalité que nous vivons. Je ne vais pas citer les partis en l'occurrence ici. Mais nous avons également ce tribalisme qu'on retrouve dans les regroupements administratifs. Dans les concours, par exemple, il y a plusieurs concours qui ont été lancés dans ce pays et on observe qu'il y a la part belle qui est faite à une certaine catégorie tribale. Même au sein de l'administration, dans les recrutements, on a vu que parfois on observe malheureusement que c'est la tribu qui est mise en exergue lorsqu'il faut recruter dans certaines administrations. Donc c'est une réalité que nous vivons depuis des lustres, qu'on soit à l'époque de M. Aïdjo, qu'on soit à l'époque de M. Biya. Et la chose est simplement exacerbée depuis un certain moment avec l'intrusion
de la politique dans la tribu ou alors l'intrusion de la tribu dans la politique. Et l'élection présidentielle de 2018 est la parfaite illustration de ce mélange assez incestueux entre la chose politique et la chose tribale. Donc la question que vous me posez a tout son sens. Peut-être les idéologies ou alors les assertions développées tout à l'heure par les spécialistes, anthropologues et linguistiques de ce plateau me persuade à moitié, mais j'estime quand même qu'il y a un problème de langue au Cameroun et un problème de tribalisme au Cameroun sur lequel il faut sérieusement se pencher. Alors, Maître Achou, on a observé également à travers des mémorandas d'une certaine catégorie linguistique ou même catégorie ethnique, des mémorandas qui appellent les pouvoirs publics à plus d'intérêt, à plus de contributions, à plus d'efforts vis-à-vis de ces collectivités ethniques, hein, on va les appeler ainsi. Alors, est-ce que ce repli identitaire au Cameroun pourrait constituer un vrai problème, un réel problème? En d'autres termes, est-ce que cela risque de fragiliser davantage le tissu social camerounais? Mais ce n'est même pas une question, puisque nous vivons déjà ça actuellement. On parle de vivre ensemble, on parle de cohésion sociale, d'intégration nationale. C'est une actualité, mon frère, c'est une actualité. Regardez la crise anglophone, elle est née de quoi? C'est un repli identitaire. Quand les anglophones disent, bon, depuis la réunification, nous n'avons rien. Tous les aéroports sont chez vous, tous les grandes écoles sont chez vous, les ports sont chez vous, tout. Mais attends, c'est un repli identitaire. Donc, il s'agit d'équilibrer le développement, de bien partager le gâteau national. Alors, si les élites décident de faire appel au gouvernement pour lui dire, bon, attendez, mais le barrage de lac de Sablé, il faut faire quelque chose pour que nos villes du Nord soient électrifiées, que les routes soient goudronnées, mais c'est tout à fait normal. Est-ce que ça ne fausse pas le débat politique, le débat même sociétal de façon globale? Je pense que ces mémorandas posent le problème de la malgouvernance. Parce que s'il n'y avait pas de malgouvernance, on n'aurait pas besoin d'appeler le gouvernement, de faire appel au gouvernement pour lui dire, bon, venez faire ceci. Lorsque vous centralisez toutes les ressources, vous envoyez tout à Yaoundé, et que c'est Yaoundé qui doit décider que Ngele Medouga aura ceci, Kousseri aura ceci. Mais alors, à quoi vous attendez-vous lorsque, comme mon frère venait de dire là, sur la liste d'un concours, on retrouve un concours où on demande 100 personnes, 80 sont d'une ethnie, et le reste se partage. Vous voulez quoi? Alors les autres sont obligés de réclamer, de revendiquer. Parce que si vous voulez favoriser un seul peuple au détriment des autres, mais on ne va pas s'asseoir là et vous regardez. Vous avez ouvert la porte, n'est-ce pas, aux revendications. Et je pense que c'est tout à fait normal, lorsque les gens se sentent mal dans leur peau, qu'ils revendiquent. Ce n'est pas du tribalisme que de revendiquer, mais c'est du tribalisme que de s'attribuer tout, au détriment, n'est-ce pas, des autres groupes sociaux. On appelle ça népotisme. C'est le tribalisme. C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme politique qui aboutit au tribalisme, puisque vous faites cet égoïsme au profit de la région dont vous êtes originaire. C'est de ça qu'il s'agit. Si je ne veux pas abuser, n'est-ce pas, des anthropologues qui nous disent que, bon, nous sommes tous pareils. On est tous issus, n'est-ce pas, des mêmes origines, mais, comme lui dit, il ne s'agit pas seulement de différences de langue, différences de comportement, ce que nous appelons culture. On danse comment? Toi, tu danses comment? L'autre danse avec la poitrine, l'autre danse avec les reins. Mais il y a tout cela. Différence dans la manière d'enterrer, différence dans les mariages, tout ça, dans les rites. Mais ce n'est pas la même chose. Non, vous voyez, chacun essaye de préserver ce qu'il a. Mais le but, c'est quoi? C'est que chacun trouve son compte, n'est-ce pas, dans le gâteau national. Si vous prenez tout pour vous et les autres n'ont rien, attendez vos revendications. Docteur Sahar, est-ce une confiscation, un égoïsme, comme le dit Maître Achou sur ce plateau, de ce qu'on a appelé le gâteau national, qui aurait dû être un gâteau partagé par toutes les communautés, si je peux les appeler ainsi, puisqu'on refuse la notion de tribu? Vous l'avez sur le plateau. Non, je ne la refuse pas. J'ai dit qu'elle a été créée pour un objectif. Pour davantage avilir j'évite les amalgames. Parce que quand j'écoute Maître et le journaliste Georges Semer, je vois bien les victimes de ce que j'ai appelé le terrorisme intellectuel et religieux. Non, ça n'engage que vous.
Non, attendez que je vous explique. Attendez que je vous explique. Moi, j'ai fait une étude scientifique de 82 à 92. Je mets tout le monde à défi. On prend tous les gouvernements du Cameroun, on fait les prorata. Ce que vous dites sera battu en brèche. Je vous dis, si vous voulez, on se donne rendez-vous ici au plateau. J'amène tous les gouvernements du Cameroun. Je prends toutes les grandes sociétés de 82 à 92. On regarde la répartition qui a été faite. Vous aurez des grandes surprises. Les gens qui estiment qu'ils sont lésés dans le discours, dans la réalité, on va se rendre compte qu'ils font partie prenante de la spoliation du peuple-nation. Parce qu'il y a un problème. J'ai dit que je ne niais pas le repli communautaire. Et je vous ai dit qu'il a été créé, organisé, structuré pour entretenir le sous-développement. Et que le combat pour l'indépendance et la bonne gouvernance au Cameroun commençait par démonter ces chemins. Je vous répète qu'il n'y a pas 100 langues au Cameroun. Une langue n'est pas un dialecte. Une langue n'est pas un parler. Mais on a dit depuis quelques jours qu'il n'y a pas de dialecte, il y a des langues maternelles. Non, non. La langue maternelle, c'est-à-dire que, par exemple, le français, c'est la langue maternelle pour celui qui est en France. C'est ça. Et pour le banc. Et langue vernaculaire. Il y a des gens. La langue vernaculaire, c'est une manière de dire que tu es un esclave. Vernacula, c'est le mot esclave. Je vous répète que vernacula en latin, c'est pour esclave. Allez regarder le sens étymologique du mot. Vernaculaire, c'est la langue de l'esclave. Alors comment doit-on Comment doit-on ça reste une langue quand même. Ça reste une langue. Nous avons des langues, je ne dis pas. Mais toutes nos langues ne sont pas des langues. Nous avons des langues nationales. Le Bassa est une langue nationale. Le Douala est une langue nationale. Le Beti, entre-temps, il y a les parlers, il y a les dialectes. Est-ce que le Pidgin est une langue? Non. Le Pidgin n'est pas une langue. C'est un parler. Il y a des parlers au Cameroun. Allons à l'ouest. Le Baham n'est pas une langue. Vous savez, une langue a une définition claire. Dans votre environnement, vous devez pouvoir retrouver tous les mots de manière intrinsèque de tout votre environnement et avec toute sa grammaire. C'est très différent. Quand vous avez plus d'emprunts, ça veut dire que ce n'est plus une langue. La langue, la définition est une langue. Et quand je vous supplie d'accepter ça comme ça, on pourra expliquer plus tard. La langue a une définition. Je vous prends un cas. Est-ce que la feuille morte d'un arbre est un arbre? Non, pas du tout, bien sûr. Alors, c'est donc comme ça. Il y a aussi... Et pourtant, quand tu as parti de la feuille, tu peux dire voici le manguier. Alors que ce n'est pas ça le manguier. Et je dis donc ceci. Il y a eu cet usage, pourquoi? Allons-y au but. C'est parce que l'État-nation, en réalité, a pour objet le bien-être. Et quand le bien-être n'est plus garanti à chaque citoyen, il y a un déficit de citoyenneté. Et il se trouve que les citoyens qui pensent qu'ils peuvent corriger cela ont eu pour cet élément, parce que sur le champ, il manquait les structures qui accompagnent une véritable gestion du pouvoir. Une fois de plus encore, c'est parce que les mécanismes de gestion du pouvoir dont on a hérité de la colonisation sont impropres à la manière dont les Africains pensent gérer le pouvoir. Je vous dis, et je vous garantis encore que je peux apporter des preuves sur ce plateau, que le schéma, l'artifice qu'on voit devant nous, dans la gestion du pouvoir du Cameroun n'est pas la réalité de ce qui gère le pouvoir au Cameroun. Je vous dis que le pouvoir au Cameroun se gère encore par les mêmes communautés. Au point où l'idée qu'on essaye souvent de combattre, qui est celle de l'équilibre régional, est la seule qui tient même encore le Cameroun debout. Parce qu'on consulte ces communautés comme l'Afrique le faisait avant. Sauf que ceux qui nous gouvernent, n'étant pas au service des peuples et se battant pour la préservation de leur place, ne perdent pas les instruments que la colonisation leur a laissés pour nous maintenir dans les faits. Dans la configuration actuelle, est-ce qu'on n'est pas dans une stigmatisation à outrance d'un type ou un autre type de communauté ethnique, tribale, tout ce qu'on veut? Est-ce que finalement, on n'a pas le risque de se retrouver dans un Rwanda dans les prochains jours au Cameroun? À partir du moment où tu ne sais pas qui tu es et que c'est quelqu'un d'autre qui vient te dire qui tu es, nous entendons ce qu'on dit aujourd'hui. Moi, je répète encore que les Fang Beti faisaient encore le culte des crânes. J'ai des preuves. Ce sont les catholiques qui les ont interdits. Je dis bien que les Fang Beti faisaient le culte des crânes. J'ai des preuves, je peux vous amener les photos. C'est l'église catholique qui a interdit le culte des crânes à Yaoundé. Alors, tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y a pas une seule là. Quelle est la différence entre Amoto ou Aramoto? Vous voyez, parce que nous, les Africains, nous avons
un style de pensée. Nous sommes des créateurs. C'est comme notre musique. Un homme qui est hors d'Afrique, il croit que toute la musique africaine est pareille. Pourtant, entre le mangabeu, la siko, le sewe et tout, il y a une différenciation. Mais en réalité, c'est tous des sons de 6-8. C'est notre façon de faire. Et quand on regarde nos classiques africaines, par exemple, en Égypte pharaonique, il y avait 42 peuples. Chacun parlait sa langue. Mais ils ont créé une seule écriture. Ça veut dire que je peux écrire en Douala. Si toi tu connais les hiéroglyphes, toi tu es Bami, tu lis très bien ce que je veux. Tu n'as pas besoin de lire ce que je veux. Pour nous, c'est une richesse. Cette façon de, quand tu dis 300, c'est une manière, c'est une richesse, c'est une manière de... Vous savez, le français qu'on parle aujourd'hui, ce n'est pas le français qu'on parlait il y a longtemps. On ne dit pas français, on disait François. Ça veut dire que la langue est appelée à évoluer. Maintenant, on dit, mes enfants parfois me disent Wanda, ils ont une langue, là, le franco-camerounais. Mais c'est ça l'Afrique. L'Afrique est tout le temps en mutation. Mais la vision du monde, elle est pareille. Si aujourd'hui, on ne sait pas qui on est, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut arriver au Rwanda. Mais c'est moi ce que je vous dis. Attention, il a raison parce que nous sommes dans une période intermédiaire. Moi, je prends un exemple, on parle de politique, c'est vrai, mais le Cameroun n'est pas viable. Le Cameroun, c'est 30 millions d'habitants. 30 millions d'habitants, c'est Lagos. Et nous avons affaire devant nous, aux États-Unis, c'est combien? C'est 52 Cameroun. C'est pour ça que notre avenir, quel avenir vous voulez? On n'est pas capable de construire une autoroute Douala-Yaoundé. Mais je ne sais pas, nous on rêve là, on pense des choses. Il faut on est des hommes ou on est des femmes, ou des individus. Il faut qu'on se lève. Le Cameroun n'est pas viable. Notre seule chance, c'est l'unité avec le Nigeria. Notre seule chance, c'est l'unité avec le Tchad. Notre seule chance, c'est l'unité avec... Regardez Centrafrique. La dernière fois, ils ont pris pour 25 milliards de diamants. Non, on va pas... 1 milliard, non, c'est très important ce que je dis. 1 milliard de diamants, c'est 600 milliards de francs. Pendant que nous, on est en train de nous battre, comme on fait les anglophones, comme on fait aujourd'hui avec le Biafra. Le Biafra, il y a eu 2 millions de morts. Ça a retardé le Nigeria. Le Nigeria, sans le Biafra, devait être aujourd'hui comme le Japon. Je dis bien, aujourd'hui, le Nigeria, sans le Biafra, devait être aujourd'hui comme le Japon, ou bien la Corée du Nord. Alors, vous voulez que le Cameroun soit avec quoi? Avec ce qu'on a là-dedans, là. Vous voyez? Donc, il faut davantage valoriser cette union. C'est une question de vie ou de mort. D'accord. J'en sais même. Tout à l'heure, Maître est revenu sur les tontina, les sardina, en spécifiant que lorsqu'on dit, on utilise ces expressions, on catalogue un type d'individu et du coup, la politique n'est pas réservée à ce type d'individu, mais davantage les questions d'argent. Bien, d'abord, j'aimerais dire que le débat s'enlise. Il est extrêmement compliqué pour le téléspectateur qui nous suit. Certains sont complètement perdus. Il faut leur dire à ces téléspectateurs que nous avons un tronc commun à l'origine. C'est pour ça que le professeur a dit tout à l'heure que du côté du centre, on peut retrouver un Mbala, et chez les Douala, on retrouve un Mbela. On a un tronc commun d'origine qui est similaire. Mais il y a d'énormes différenciations dans les pratiques, dans les us, dans les coutumes. Et le professeur tout à l'heure a pris un mot, un ou deux mots. Mais ce n'est pas toute la langue. Ce n'est pas toute la langue que vous avez pris. Donc il y a des différences fondamentales, qu'on appelle ça ethnie, qu'on appelle ça tribu, ou on appelle langue. Le Cameroun est diversifié. Et on peut dire, à juste titre, qu'on a au moins soit 300 langues, soit 300 tribus ou 300 ethnies. C'est une réalité. Quelle que soit toute autre considération universitaire, je crois qu'on vérifie clairement sur le terrain que le Camerounais de l'Ouest n'est pas le Camerounais du centre et celui du littoral n'est pas celui du Sud-Ouest. La différence se situe dans les us, dans les coutumes, dans les traditions et la façon de parler. Ça se vérifie. Au-delà de toute autre considération universitaire qui sont difficiles à appréhender par les téléspectateurs qui nous suivent. Et maintenant, pour revenir à ce concept totalement scandaleux de sardinard et tontinage, je crois que c'est une résurgence de la chose politique. Sardinard renvoie certainement au bétail électoral qui, lorsqu'il va soutenir un candidat, bénéficie des largesses de ce candidat, soit du pain ou de la sardine. Et on l'a vu encore de façon très très prononcée lors de cette élection présidentielle où certaines personnes se faisaient adouber, soit avec quelques billets de banque ou alors
avec la sardine et du pain. Et Tontina me ramène à cette pratique qui est aujourd'hui attribuée à nos frères de Grassfield sur la pratique des tontines ou alors des cotisations qu'on observe à chaque fois le dimanche où il faut cotiser de l'argent. Et pourtant, voilà, c'est totalement absurde parce qu'on retrouve cette pratique dans toutes les communautés. C'est absurde. Donc, il ne devrait pas avoir de clivage tontina, sardina. Ça c'est... Non, là on parle de la politique parce que c'est la politique qui a révélé ces clivages. Ce n'est pas autre chose, c'est la politique. Voilà. Si, c'est la politique. C'est la politique. Sardina, ça sort d'où? Ça sort d'où, Sardina? C'est des gens qui ont pris ces expressions pour dénigrer certaines qui n'étaient pas dans leur camp. Politique, n'est-ce pas? Oui, voilà. Mais donc, permettez-moi que j'utilise le mot politique quand même. Partout au monde, quand vous faites un meeting politique, vous offrez du café ou des petits fours aux gens, sans que cela ne pose problème. Pourquoi ça poserait problème au Cameroun? Oui, c'est pour ça que je dis que c'est totalement absurde. Bien évidemment, c'est absurde. Mais quand c'est donc absurde, ça veut dire que c'est une instrumentalisation mal placée, il faut dire le mot. Ne dites pas que ça a un effet pour moi. La réalité, c'est quoi? C'est que je vous ai dit que les gens ne veulent pas assumer leur surprise. Prenons un cas. OK. Ceux qui ont gagné appellent ceux qui ont perdu les tontinards. Pour dire que cela ne mérite que de cotiser et de gérer de l'argent. Vous savez à quoi ça renvoie? Alors, en 1959, quand le Cameroun veut devenir indépendant, on tient une... Quand la France décide qu'elle va donner l'indépendance au Cameroun, il faut convaincre les gens qui militaient pour qu'avant l'indépendance, on résolve certaines questions d'intégration nationale. En leur disant, quittez votre parti, abandonnez cette théorie qui voulait qu'on fasse la réunification, qu'il y ait une conférence nationale, et on leur a donné de l'argent. Vous le savez? On leur a donné de l'argent. Donc quand on dit à ces gens qui sont tontinards, on ne fait pas référence à la tontine que vous faites aujourd'hui. On fait référence au fait qu'ils avaient vendu la conscience nationale. Je vous défais découvrir une réalité économique. Le contexte actuel n'est pas celui-là que vous évoquez. Mais parce que quand vous appelez les gens tontinards, ils ne sont pas dans la tontine. Alors, ne pas 1954 qui est une autre réalité qui je vous dis que c'est pourtant c'est la réalité. Le contexte du tontinard actuel. Voilà le refus. Je vous dis ceci. Non, vraiment. Le tontinard actuel, c'est qui? C'est l'allié de Camto. Vous croyez que tout ce c'est la perception, c'est bien évidemment le débat qui a libre cours aujourd'hui dans les réseaux sociaux. C'est ça, il faut dire la vérité. C'est vous qui ne dites pas la vérité. C'est ça. Ce sont justement ceux qui n'ont pas compris l'impact historico-économique. Parce que Maître Ndoki est-elle tontinade? Bien évidemment pas. Elle n'est pas tontinade. Mais écoutez. Je vous ai dit au début qu'il s'agissait des réflexes qui sont dans le subconscient que les gens ne peuvent même pas assumer. Maintenant, ce que vous appelez... Vous m'avez coupé la parole. Non, je voudrais qu'on comprenne. Parce que souvent, on sort des plateaux... Très rapidement, parce que nous avons très peu de temps pour ce sujet. C'est ça qui va nous sauver. C'est ça qui va nous justement, il faut qu'on soit sauvé. Quand on dit aux gens qu'ils sont sardinards, ça veut dire que quand on a fait un meeting et qu'on a donné une bière, on a acheté votre conscience. Quel est le Camerounais sérieux qui pense que c'est vrai? Moi, quand je me retrouve même dans le 2-0, après on coupe une. Quand je me retrouve même dans une réunion très sérieuse, si après il n'y a pas l'item 11, on dit que la réunion n'a pas été bonne. Pourquoi voulez-vous qu'après un grand meeting politique, il n'y ait pas de item 11? Est-ce que vous n'êtes pas en train de dénaturer? Non, vraiment, il est en train de balader, les téléspectateurs. Non, vraiment, non. Restons dans le contexte actuel. Historique. De l'achat des on se perd totalement. On ne se perd pas. Vous voyez le schéma? On veut faire croire au Camerounais qu'il y a un clivage. Moi, j'ai voyagé. Mais malheureusement, c'est une réalité. Docteur Sor, la réalité. La réalité. Il n'y a pas une guerre de couteau au Cameroun. C'est faux. D'où vient donc la querelle tontin sardina? Dites-moi. Attendez, les effets médiatiques. Vous savez, cette campagne, j'ai dit au début que cette campagne a été la moins courue. Mais les gens pensent qu'elle a été la plus courue. Même quand les chiffres démontrent, tout le monde disait qu'il y aura l'élection, aura déjà. C'était le vote de 7 a été le moins couru. Or, tout le monde disait qu'il est le plus couru. Le vote à 17 a été le moins médiatisé. Je vous ai dit, comptons le nombre de meetings qu'il y a eu. Mais les médias font croire aux gens que la majorité de gens disent ça. Merci beaucoup, Dr. Sor. L'impact médiatique à prendre... Dr. Sor, permettez à Georges de finir son propos rapidement. Au professeur Sor, je crois qu'on dit pratiquement la même chose. Il y a une triste réalité aujourd'hui dans notre pays. Il y a des clivages tribaux. C'est clair. Et je précisais tout à l'heure que la chose politique n'est venue que l'exherber. D'où
la naissance. D'où cette guerre civile dans les réseaux sociaux entre Tontina et Sardina. Et Tontina n'a pas cette origine préhistorique, comme vous voulez nous le faire croire. Historique, comme vous voulez nous faire croire. Non, pas du tout. La réalité, c'est quoi? On considère que, vous avez cité à juste titre le cas de Mme Doki, qui ne fait pas partie, qui est dans le MRC, mais qui n'est pas de l'ennemi Bamileke. Or, pourtant, dans la perception qu'on veut présenter aux Camerounais, c'est que ce sont les Bamileke... C'est une récurrente sur le terrain. Effectivement, que ce sont les Bamileke qui ont créé la pratique des tontines et c'est eux qui se rallient au MRC. Ne se voilons pas la face. C'est la réalité que nous présente le microcosme politique aujourd'hui. Vous ne pouvez pas me démontrer le contraire. Pareil pour les Sardinards. Les Sardinards, ça ne veut pas dire que, bon, écoutez, Sardinards, puisque c'est le RDPC qui distribue les sardines et les pains, que ce sont les Yaoundais qui sont constitués majoritairement les Sardinards. Non, il y a d'autres militants du RDPC qui ne sont pas des Yaoundais. Vous comprenez? C'est la réalité. C'est la réalité. Les Sardinards, ça veut dire, c'est le bétail électoral qui va bénéficier des grâces, des bonnes grâces d'un parti qui soit du RDPC ou pas. C'est ça qu'on appelle Sardina. On parle de stigmatisation. Exactement. On parle donc de stigmatisation. C'est ça la réalité. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'éviter ce repli identitaire? Mais il n'existe pas. Je pense que on doit lever l'équivoque. Hein. Il n'y a pas de clivage. Il n'y a pas de clivage ethnique. Il ne faut pas qu'on confonde, n'est-ce pas, les dérapages de certains individus sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, à un... Pourtant, dans la réalité des faits, dans le vécu de tous les jours, on le vit, on le voit. Le fait que la majorité des Camerounais se lèvent... Je dis dans les rapports interpersonnels, c'est quotidien. Le tribalisme, on voit le visage du tribalisme tous les jours. Est-ce que vous permettez? Tous les jours. Voilà. Mais il faut quand même l'accepter. Est-ce que vous permettez? Pourquoi vous faites un déni de tribalisme sur le plateau? Lorsque vous parlez des tontinards, je ne sais pas. Ne faites pas un déni de tribalisme sur le plateau. Vous allez vous prendre dans le RDPC. Monsieur Jean Kouété, il est Douala, le président du Sénat, c'est un Douala. Gadou Djoumessi, tous ces gens-là. Mais tout à l'heure, vous m'avez pas bien écouté. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y a pas une politique, de tribalisme. Mais dans la société, nous le vivons tous les jours. Merci Jean Semen. Si, nous le vivons tous les jours dans la société. Merci Jean Semen. Merci Jean Semen. Pourquoi vous voulez tromper les Camerounais? Merci Jean Semen. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de pouvoir sortir de cet engrenage dans lequel il faut quand même reconnaître qu'on se trouve dans un engrenage? Est-ce qu'il peut vous en sortir? Et comment faire pour en sortir? Mais bien sûr, on peut s'en sortir. Vous voyez, il y a dans les réseaux sociaux même un contre-courant qui milite contre ces Sardinards et Tontinards. Moi, j'ai écrit à Facebook pour dire, je ne veux plus qu'on m'envoie ces posts. Je ne veux pas, mais attends, mais je ne suis pas d'accord qu'on stigmatise certains citoyens. Ce n'est pas une faute ou une honte que d'être Bamileke ou que d'être Douala ou que d'être Bayangi. Alors, pourquoi être Bamileke doit poser problème? Moi, je me dis que c'est simplement parce que certaines personnes veulent se moquer des autres. Hein? Ils croient que lui aussi peut être président. Mais qu'est-ce qui l'empêche? C'est un citoyen camerounais. Il a le droit. Donc, il faut que ceux qui ont mis en place cette mauvaise pratique arrêtent. Je pense que nous pouvons arrêter ça. Les tribunaux sont là. Hein? Les tribunaux sont là. S'il vous plaît, si vous faites quelques procès contre certains, ils vont prendre peur et ils vont arrêter. Parce qu'on les connaît. Les gens qui font ces postes, ils peuvent être identifiés. Donc, si on prend quelques-uns, on les amène au tribunal et on les donne une bonne punition. Je pense qu'ils vont comprendre qu'il n'y a pas de clivage. Attendez, que faites-vous des mariages interethniques qui existent entre des Bamileke et des Bétis? Il y a des enfants. Que dites-vous lorsqu'on dit que celui-là c'est un Bamileke ou alors celui-là c'est un Douala? Je connais. Alors, vraiment. Ou alors un Babinda. C'est tous les jours qu'on voit ça. Et le père. C'est tous les jours qu'on voit ça. Elle est colonel dans l'armée. Merci. Alors, on va prendre quelques SMS avant de faire. On va prendre quelques SMS avant de faire le dernier tour de table. S'il vous plaît, monsieur sur le plateau, bonsoir au panel. Dites à Maître Achoud d'arrêter de vouloir défendre la cause des Bamileke en tirant sur les autres, en les accusant de tribalistes, qu'il n'oblige pas les gens à lui donner la preuve irréfutable que le tribalisme manifeste
aujourd'hui a été provoqué par ceux qui s'en plaignent aujourd'hui. Il est question d'analyser la question du tribalisme, d'y trouver des solutions et non de tirer sur les autres en blanchissant soi-même. Bon débat, c'est monsieur, je pense, Fouda qui nous a envoyé ce SMS d'étudier à Yaoundé. Bonsoir, je suis Tadeb de PK8. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun, juste que le régime a introduit cette guerre pour tenter de mater la forte montée en puissance de l'opposition cette année. Donc le débat est ailleurs. Bonjour, prenez le cas de Yezoum. Où est issu le président Biya? On les retrouve presque partout au Cameroun, au centre, au sud et à l'est du Cameroun. Bonsoir, je trouve que Maître est hors sujet. Il a des comptes à régler qui suivent ce que disent les deux autres enseignants sur le plateau. C'est M. Jean Albert. L'appellation des tontinards est venue en réaction au sardinat. Pourquoi Maître veut seulement retenir le tontinard? Il n'est pas question de parler de politique sur ce sujet-là. Bonsoir au Cameroun. Il existe un tribalisme d'État. L'hypocrisie nationale fait subir l'unité nationale aux autres. On dit vivre ensemble ou est le mangeons ensemble. Dans tous les cas, et dans tous les bureaux, c'est presque la même ethnie qu'on y retrouve. C'est un Camerounais qui a envoyé ce SMS. Bonsoir au plateau, s'il vous plaît. Demandez au professeur Soro de peser ses mots quand il est sur une chaîne de télévision. Tout ce qu'il tient comme propos est révolutionnaire et ne tient pas en compte le contexte sociopolitique du pays. C'est donc un message adressé au docteur Soros sur ce plateau. S'il vous plaît, lorsque vous envoyez un SMS, ne l'effacez pas, sinon vous nous perdez sur cette émission. Bonsoir le panel, je suis un peu confus. Les mots tontinard et sardinat viennent de deux professeurs affamés, l'un économiste et l'autre politologue. Tous des consultants sur une chaîne de télévision qui prônent la haine au Cameroun. Je ne vais pas citer les noms ici sur ce plateau. À l'heure des réseaux sociaux, la déformation du réel et la manipulation des masses sont devenus des exercices très courus, mais il faut aussi reconnaître que les faits sont têtus. Le tribalisme est une réalité dans notre pays, le Cameroun, et le fait de le nier est un réel danger. Et notamment, ce message est adressé au docteur Soro et au professeur Doukaya. Il faut y faire face avec courage et honneur. Un téléspectateur assidu. Merci à vous. Mais il faudra signer votre SMS la prochaine fois. Bonsoir. Je vous remercie beaucoup sur le plateau de la télévision du Monde et surtout courage. Mais à vous, merci. Mes chers invités, de faire comprendre ce qui se passe dans notre Cameroun. C'est M. Evan Sangou qui demande donc à nos panélistes et notamment aux deux enseignants de rester le plus concret possible et de sortir des livres. Bonsoir à vous, je souscris à l'idée de Dr Soro, toutefois, bien qu'étant une émanation du colon en vue de diviser pour mieux régner, le tribalisme prend ses racines au Cameroun dans la mauvaise répartition et la gestion des richesses de notre pays. C'est M. Stéphane Soso qui nous écrit ce SMS. Un autre SMS qui est arrivé. Le Cameroun n'est pas un État tribal, mais plutôt une victime du tribalisme d'État. Nous vivons déjà depuis les centaines d'années ensemble, sauf que le Cameroun d'aujourd'hui, il n'y a pas le manger ensemble. Plusieurs SMS continuent d'arriver, même les SMS qui nous viennent de l'étranger, comme celui-ci, et qui demande aux Camerounais de mettre au sol tous les clivages tribaux, mais davantage s'intéresser au vivre ensemble et à l'unité qui pourrait permettre au Cameroun de s'en sortir et d'être un pays véritablement fort sur l'échiquier international. Malheureusement, l'envoyeur n'a pas mis son SMS, mais le SMS nous vient du Gabon. Alors, rapidement, d'un tout l'état, pour sortir de là, chacun de vous a 30 secondes pour nous dire quelle est la stratégie qu'on pourrait mettre véritablement en place pour sortir, alors pour taire ces querelles autour du langage du tribalisme. Bon, déjà, moi, je pense que nos écoles doivent déjà être scientifiques. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tribu. Première chose d'abord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le truc parental? Ce n'est pas parce qu'on utilise la parentalité, ses parents de la même région, qui veut dire qu'on est tribu. On est une tribu. Alors, pourquoi, où est-ce qu'on est sorti? Moi, je pense que, oui. Alors, c'est quoi? C'est parce qu'actuellement, comme je le disais, on voit dans la ville de Douala, nous avons toutes les expériences des gens de la forêt, toutes les expériences des gens de la mer, toutes les expériences des gens du Nord doivent être ensemble pour construire le pays.
Maître. Voilà. Oui, pour mettre un terme à cette pratique que nous déplorons tous, je pense qu'il faut frapper du poing sur la table. Parce que ce n'est pas normal que les gens traitent des autres, n'est-ce pas, des noms d'oiseaux. Ce n'est pas normal. Moi, je pense que la solution juridique est la bienvenue ici parce que ceux qui font tous ces trucs-là sur les réseaux sociaux doivent être... Regardez les délits de presse. Merci beaucoup. Lorsqu'on frappe la main sur la table, les gens s'alignent. Georges, Bien, je pense que nous vivons dans une société multi-ethnique, multiculturelle et je pense qu'il faut cultiver la tolérance. Il faut qu'on se pardonne entre nous et qu'on évite un peu ces exagérations que l'on observe aujourd'hui, par exemple, dans les réseaux sociaux, mais également dans le vécu de tous les jours. Ça va nous éviter d'avoir des appellations aussi scandaleuses que Tontina et Sardina, comme on l'observe aujourd'hui. Dr. Saron. Je pense qu'il y a un effort d'éducation à faire au niveau de la connaissance de soi de l'homme camerounais. Nous avons un déficit de la connaissance de l'homme camerounais et après nous devons continuer notre construction de la nation parce qu'il y a une incompréhension dans l'ordre de nos micronations pour que dans cette construction, nous apprenions à construire une dynamique qui soit propre au Cameroun. Car dans aucun pays au monde, j'ai vu un développement partant des instruments imposés par ceux qui sont venus exploiter le pays. Alors, on va sortir avec ce SMS signé de Mme Carole Nana qui dit que M. Georges Semet est le seul sur le plateau qui éclaire véritablement sur le concept de Tontina et Sardina. Maître Achou et son voisin nous embrouillent. Rien à voir avec ce dont il est question véritablement sur le terrain. Alors, on va ouvrir le deuxième sujet en 10 minutes pour l'épuiser. Il s'agit notamment de la modification de la Constitution au Gabon, une situation qui a mis en mal la société gabonaise, notamment l'opposition pour être précis. Et je voudrais ouvrir ce balai avec Georges Semet. Georges Semet, comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation au Gabon? D'abord parce que la constitution du Gabon comportait une lacune. Elle avait prévu la vacance du président de la République. Elle a prévu l'empêchement définitif, mais elle n'a pas prévu l'empêchement temporaire. Et c'est ce qui a poussé la Cour constitutionnelle qui s'est investie de l'une de ses prérogatives, qui est même très contestée par l'opposition et la société civile, de modifier ou alors d'ajouter un alinéa à l'article 13 qui fait aujourd'hui problème. C'est la raison pour laquelle Mme Bouransuo s'est arrogé cet article, les prérogatives que lui conférait l'article 83 de la Constitution du Gabon, qui, selon elle, lui dote des pouvoirs d'interprétation et de modification de la Constitution, d'ajouter un alinéa à l'alinéa 13 qui ne comportait pas la notion d'empêchement temporaire du chef de l'État. C'est donc la raison pour laquelle il y a eu ce changement au sein de la Constitution du Gabon, tout simplement. Maître Achou, est-ce que la Constitution gabonaise a-t-elle été bafouée comme le scandale d'aujourd'hui l'ensemble de la classe politique de l'opposition? Dans un état de droit, il y a 3 organes. Le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Alors, lorsque l'organe judiciaire en vient à légiférer, ça pose un très grand problème parce que ce que la Cour constitutionnelle du Gabon a fait, c'est s'arroger, n'est-ce pas, le travail de l'organe législatif. Parce qu'ils peuvent bien se cacher sous un article pour dire qu'ils interprètent. Vous ne pouvez pas interpréter en ajoutant. Ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas interpréter en ajoutant. Ce poste n'a pas été prévu. Vous ne pouvez pas l'ajouter et dire que vous êtes en train d'interpréter. C'est une manière de légiférer à la place, n'est-ce pas, de l'organe législatif. Donc je pense que c'est un abus. Il y a eu abus, mais est-ce que cette modification était opportune, Dr. Soro? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense que nous sommes dans le cas de figure de ce legs colonial qui est difficile à gérer parce que les ethnies au pouvoir utilisent les instruments du pouvoir. On revient encore sur les ethnies là? Oui, oui. Moi, je parle des ethnies au pouvoir, pas en termes d'ethnie sociologique. Ces ethnies comprennent toutes les ethnies gabonaises à l'intérieur. C'est-à-dire c'est des gens, comme on les a appelés, comme le colon les a appelés, c'était des assimilés. Ces assimilés, souvent sont pris à défaut.
la cour constitutionnelle gabonaise aurait pu interpréter de manière extensive même la loi et dire même qu'elle désigne le vice-président. Vous savez que, mais de là à aller changer le texte fondamental, c'est une erreur gravissime. Mais elle, au lieu de l'erreur, regardons ce qui se cache derrière. Les enjeux du pouvoir. Ce sont les enjeux du pouvoir. Parce que pour ces gens-là, il ne s'agit pas de perdre le pouvoir. Il ne s'agit pas de perdre le pouvoir. On ne regarde plus les moyens, même si on tord le cou à la Constitution. Certains tordent souvent légalement le cou à la Constitution, mais là-bas, ils ont été pris en flagrant délit d'un délit qui est inqualifiable. Donc maintenant, on est dans l'impasse au Gabon. Parce qu'en réalité, même la décision qu'ils ont prise, les Gabonais peuvent la contester. Ils ont le droit de la contester. Ils ont le droit de la contester. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, un mouvement qui a soulevé un courroux au sein de la classe politique de l'opposition principalement. Mais est-ce que ce mouvement cache une espèce de ressenti autour du mal-être, de l'état de santé du président Ali Bongo Ondimba? Bien sûr. Bon, je comprends la position au Gabon. Je comprends aussi cette inquiétude qui se passe dans tout le monde du Gabon à partir du moment donné où le président Bongo n'est pas là pour pouvoir gérer le pays comme ça se passe. Mais moi, je vais encore plus loin parce que c'est encore notre vision du monde. Vous voyez, quand vous prenez une façon de voir le monde qui n'est pas le nôtre, parce que quand on parle du droit, tout à l'heure on a parlé du droit, mais le droit, il est quoi? C'est le droit francophone, il est grec et napoléon. Voilà comment on nous implique, on vient chez nous, parce que nous avons une vision du monde, nous avons une façon de manger, de vivre, de nous organiser, et on nous plaque cette vision du monde qui vient, comme on dit, francophone, anglophone. Par exemple, moi j'ai vu nos amis anglophones, ils ont dit, on veut le common law. Vous voyez que nous, moi je suis à Bamenda, il y a les fonds qui gèrent ce pays, cette terre depuis des millénaires, d'une façon avec la justice, et tout d'un coup on dit, tiens, on veut le common law. C'est-à-dire que nous-mêmes, on n'a pas appris à savoir comment on vit. C'est la même chose au Gabon. Au Gabon, il y a des peuples qui vivent ensemble. Il devait avoir une constitution d'abord, au point de vue des chefferies, des gens pour dire, voilà, il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Ils n'ont pas pensé à ça. Ils sont passés à un mode grec et romain avec le Napoléon pour gérer. Ça ne peut pas marcher. Moi, je pleure simplement que les Gabonais, mon peuple gabonais, puissent s'entendre et continuer à gérer le pays en attendant à l'Union africaine. Parce que sinon, on ne peut pas se gérer avec des instruments occidentaux. Ils vont toujours nous créer des tribalismes, ils vont nous créer de la guerre, comme au Rwanda, ce que nous n'avons jamais fait. Jean Semer, quels sont les pouvoirs qui sont dévolus au vice-président, puisque de toute façon, il établit que le vice-président assure l'intérim du pouvoir jusqu'au retour du président de la République? Bien, le nouvel article 13, alinéa 2, qui a été rajouté à la Constitution du Gabon est tout à fait clair désormais. En cas d'empêchement temporaire, les fonctions du président de la République peuvent être exercées, selon les cas, par le vice-président, soit par le Premier ministre, sur autorisation spéciale de la Cour constitutionnelle. Voilà ce qui a été ajouté. Donc ça veut dire que aujourd'hui, le vice-président peut désormais remplacer, en cas d'empêchement temporaire, le président de la République. Mais avant que cet alinéa ne soit ajouté, le vice-président n'était bien évidemment qu'un figurant. Et même lorsque cette constitution était en l'état, où on ne reconnaissait que l'empêchement définitif et la vacance, le vice-président ne jouait qu'un rôle de figurant parce que si c'était constaté, si la vacance et l'empêchement définitif étaient constatés, il revenait au président du Sénat de remplacer le président de la République, organiser dans un certain délai les élections et de transférer ce pouvoir par voie d'élection à une autre personne. Mais avec le nouvel alinéa qui a été ajouté, je crois que le vice-président qui est M. Massaba Mongangou est aujourd'hui celui qui tient les conseils des ministres en lieu et place du président de la République. Donc il fait office désormais de président de la République en attendant que M. Bongo ne sorte de son lit d'hôpital. Donc c'est certains pouvoirs qui lui ont été dévolus. Donc il ne peut que siéger en tant que président du Conseil des ministres. Il ne peut pas encore prendre certains actes qui engagent la vie de la nation et des actes qui reviennent au président de la République. C'est pour ça que Mme Bourantouo a entériné l'alinéa 2 de l'article 13 en disant
que selon les cas et seulement sur autorisation spéciale de la Cour constitutionnelle. Alors, maître, dans cette configuration, est-ce que le vice-président a le droit ou a la possibilité de prêter serment? Normalement, il devrait prêter serment. Ça Normalement, il devrait prêter serment. Tu ne peux pas exercer les attributions présidentielles sans prêter serment de défendre la Constitution, d'être garant, n'est-ce pas, de l'intégrité territoriale. Mais tu ne peux pas. Comment? Mais il préside le Conseil des ministres en tant que qui? C'est des attributions qui reviennent au seul président. Oui, vraiment. Attendez, il y a même plus grave. Parce que lorsqu'on regarde les cas de vacances définitives, le président de la Cour constitutionnelle qui prend le président du Sénat qui prend ne peut pas, on lui interdit de changer le gouvernement, de nommer des gens. Oh, ben voici quelqu'un qu'on prend là en main. Mais vous dites qu'il ne peut pas. Il ne peut pas pourquoi? Non. Moi, qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui l'empêche de nommer un nouveau gouvernement? Non. Puisqu'il s'est. Le professeur, tout à l'heure, excusez-moi, mais il n'a pas prêté serment, donc il n'a pas les pleins pouvoirs d'exercer. Sauf que c'est un chaos. Imaginons un peu que Jean Ping eût été vice-président et qu'il se soit retrouvé là maintenant avec une cour constitutionnelle qui lui donne le pouvoir de remplacer le président. Un pouvoir temporaire. Oui, selon le cas. Oui. Et dans le cas d'espèce, il a tenu un conseil des ministres. Et qu'au cours de ce conseil des ministres, on dit qu'il faut nommer les gens. On fait comment? Deuxième cas de figure. Le Gabon se trouve dans une situation d'insécurité. On va attendre que la Cour constitutionnelle, selon le cas, redonne encore les pouvoirs jeudi. Donc, de toutes les façons, on peut dire qu'à tous les coups, il faudrait que la Cour constitutionnelle... D'après elle, mais c'est pas ça. Elle a déjà pris là. Donc, il est déjà là. Il est bien, président. Vraiment, il faut... Moi, je pense qu'on se perd. On ne se perd pas. Non, on se perd. L'alinéa dit selon les cas. Mais selon les cas. Le premier cas, c'est que... Autorisation spéciale. Le premier cas, c'est qu'il a d'abord l'autorisation spéciale, c'était de présider le Conseil des ministres. C'est tout. Ne perdons pas les gens. L'autorisation spéciale. Oui. Mais c'est le Conseil des ministres. Le premier cas... Docteur, vous permettez? Est-ce à dire qu'il ne va faire... Est-ce à dire que c'est fini? On attend le pour l'instant. Oui. Pour l'instant. L'autorisation spéciale a été attribuée pour présider le Conseil des ministres et pas autre chose. Voilà, et pas autre chose. Et le gouvernement... Non. Le président. Non, vraiment. Il a remplacé le président d'abord. Dans le cadre de la présidence du Conseil des ministres, et c'est tout. Pas pour tout autre acte. Vraiment, c'est clair. Je ne sais pas si vous avez parfaitement lu. Dans un flou où, au Gabon, il y a un flou politique. Voilà, il y a un flou politique et on n'a jamais dit qu'il n'y a pas de président au Gabon. Le président reste M. Bongo. Qui est malade. Le président reste... Il n'y a même pas de vacances. Vraiment. Alors, permettez-moi. Il y a empêchement temporaire. Parce que quand on dit vacances, ça perd un peu. Y a-t-il vacances au Gabon? Il y a vacances. Et la vacance se constate après un délai. Après un délai, et le délai n'est pas échu. La présidence du Gabon a par un communiqué informé les Gabonais et le monde que le président est très très malade et ne peut pas exercer pour le moment. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de vacances. Non, la vacance c'est après un délai, maître. Respectons-nous quand même. C'est après un délai. La Cour pas échu. Vraiment, écoutez. Pourquoi la Cour La Cour s'est saisie. Et là, je suis parfaitement d'accord avec le professeur lorsqu'il disait qu'il s'agit d'un jeu juridico-politique. C'est parce qu'il voulait effectivement éviter la vacance et l'empêchement définitif qu'il y a eu ce jeu trouble, cette intervention trouble de la Cour constitutionnelle pour éviter la vacance. C'est ça exactement. Pour éviter la vacance. Alors qui dirige le Gabon maintenant? C'est M. Bongo qui dirige le Gabon. Officiellement, c'est lui qui dirige le Gabon. Et l'alinéa 2 ne vaut que pour la présidence des conseils des ministres. Vraiment, ne perdons pas les téléspectateurs. Quand je veux dire que, est-ce que quand il y a des c'est lui qui dirige officiellement. Je pense que c'est lui. Non, les ministres continuent toujours à faire leur travail. Bien sûr. Il faut un rapport. Bien sûr. N'est-ce pas? Il faut un rapport ministériel pour savoir est-ce que les travaux qui sont faits continuent. C'est pour ça qu'elle joue. Donc elle joue quand même le rôle. Qui s'occupe de la sécurité? Il y a les services secrets. Et il y avait des dossiers en instance. Bien sûr. Il y avait des dossiers en instance. Et c'est un dossier que je maîtrise parfaitement parce que aujourd'hui. Il y avait des dossiers en instance, n'est-ce pas, qui devaient être signés par le président de la République. Si je m'en tiens à vos mots et à l'esprit de vos mots, une fois que le vice-président a présidé le Conseil des ministres, il n'a pas signé ces dossiers. On les amène à rien. S'il les a signés,
Ça veut dire, non, et soyons sérieux. Non, non, c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Non, soyons sérieux. Vraiment, c'est vous Moi, qui je n'êtes pas reconnais sérieux. d'abord que c'est une incongruité et que c'est une chose grave. Je vous ai dit, être traduit d'état de psychose. Et là, je suis d'accord avec vous. Qui est Oui, oui, je suis cause d'accord avec de la vous. démocratie d'exclusion. La démocratie n'est pas née en Europe, selon ce que les gens disent. L'architecture qu'on nous a apportée est certes européenne, comme les architectures des maisons. Mais la construction n'est pas née en Europe. Les Africains ont toujours pratiqué une démocratie et pas une démocratie d'exclusion. Quand les Européens ont commencé à prendre la démocratie en Afrique, que ce soit les Fialtes et autres qui sont venus apprendre, ou bien encore les plus jeunes qui sont venus apprendre la République après la décadence de Rome, la vraie chose qu'ils ont apprise, c'est qu'on repartit le pouvoir entre plusieurs institutions pour que justement il n'y ait pas cas de vacances. Je suis d'accord avec vous. Or, avec la colonisation, où on a installé les agences d'exploitation de l'Afrique, et qu'on sait qu'il y a un courant de réappropriation de l'Afrique par les Africains, on a mis ces incongruités. Et quand on lit sous ce prisme-là, en réalité, ce monsieur peut même organiser les élections et personne ne va bouger. Bien sûr. Non. Parce que Vraiment. ce que Vous l'armée française est déjà confondez. mobilisée, vous le savez. Oui, je sais qu'il y a les légionnaires, ils sont arrivés. Les légionnaires sont arrivés. je sais. Est mobilisée, peut-être que Je même sais. la nôtre. C'est ce que j'ai appelé l'ethnie qui gère les intérêts des impérialistes contre les peuples africains. Vous avez raison. Or, Vous avez raison. si on est dans cette perspective, prenons aussi ces textes dans cette perspective, c'est-à-dire, quand quelqu'un commence à violer de manière si ostentatoire le texte, celui qui a mis la peut aussi allègrement le violer sans que rien ne lui arrive. N'est-ce pas? Oui. Pourquoi vous voulez dire Il n'est pas président de la République, il ne peut pas prêter serment. D'accord, il n'est pas président de la République. Il peut pas. Non, Sans il a être président. présidé juste le préside- conseil des ministres, c'est tout. Merci. C'est une autorisation spéciale qui lui a été Merci. attribuée par la Cour constitutionnelle pour présider le conseil des ministres. Merci à vous, messieurs, s'il Voilà. vous plaît. Merci à vous. On retient qu'au Gabon, le président Ali Bongo, même dans son état de malade, reste le président du Gabon. Gabon. Voilà. Le vice-président assure simplement la gestion du quotidien ministériel, notamment la présidence. Une autorisation spéciale pour À travers présider, une pour autorisation. assurer la présidence du conseil des ministres. Merci beaucoup Voilà. à vous. Alors, on va prendre Quand vous voudrez qu'il signe, qu'il forme un nouveau gouvernement, il recevra aussi une autorisation spéciale. Merci beaucoup à vous, messieurs. On va prendre ces quelques SMS avant de clôturer. Et bonjour, merci, maître, pour votre intervention. Tous les Camerounais ont le droit de rêver de la présidence. Traîner ces lâches qui se cachent derrière leur clavier pour vomir des énormités dans les tribunaux est une bonne solution. C'est Teubegdong qui nous a envoyé ce SMS. Bonsoir à vous. En s'appuyant des travaux d'un anthropologue américain au nom de Greenberg, il n'y a que 3 familles de langue au Cameroun. La famille du Niger-Congo, également la famille de afro-asiatique et la famille nilo-saharienne. Il n'y a que des frères au Cameroun. C'est Zarma qui nous a envoyé ce SMS de l'extrême nord du Cameroun. Et puis, l'État entretient lui-même ses clivages. Les fiches de renseignement dans les services publics et les concours entretiennent ces clivages. C'est M. Archangelo qui nous a envoyé ce SMS de la ville de Garoua, c'est dans la région du nord du Cameroun. Bonsoir à vous au plateau. Le tribalisme est une réalité au Cameroun. Maître Achou et le docteur ne disent pas la vérité. Bonsoir à vous, le panel. Le tribalisme existe bel et bien. Aucun opposant digne de ce nom ne s'indigne de cet état des choses. Et ce sont les partisans d'un parti politique, je ne donnerai pas le nom. C'est Junior qui a donné ce SMS. Bonsoir à vous, c'est Ousmane. Nous ne voulons pas le racisme. Ce sont ces professeurs qui sont assoiffés de racisme et de tribalisme. Malheureusement, vous ne pouvez pas nous joindre à travers ce numéro de téléphone, ce ne sont que les SMS. Bonsoir, moi c'est Tchamake Yves, étudiant en sciences économiques et gestion à l'Université Yaoundé 2. Le problème avec le Cameroun, c'est notre mentalité. Moi, je suis Bamléké, je suis fier de l'être et je vote pour le président Paul Biya. Respectons les choix des uns et des autres. C'est ce, mesdames et messieurs, que nous allons mettre un terme à ce programme tout au clair de ce lundi. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, Dr Soho. Merci à vous. Bonne continuation. Merci, merci. Maître, merci beaucoup, maître.
You're welcome. Thank you. Professeur? Merci beaucoup et j'espère que vraiment cette fois-ci encore, on a fait du bon travail pour empêcher le Rwanda au Cameroun. Jean Semer? Merci de m'avoir invité une fois de plus et j'avoue que j'ai beaucoup appris des éminents professeurs qui étaient sur ce plateau, bien évidemment de la part de Maître Choué également, et je répondrai positivement à une autre invitation de votre part. Merci à vous, mesdames, messieurs, on le retient. Il n'y aura pas, il ne doit pas avoir de Rwanda au Cameroun, et pour cela, les frères camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, doivent se respecter, doivent s'accepter, doivent de manière unanime vivre cette réalité de ce qu'on a appelé le vivre ensemble, mais aussi manger ensemble. C'est le vœu de tous les Camerounais et même ceux de la diaspora qui nous ont envoyé des SMS ce soir sur cette édition de Tout au clair de ce lundi. Je vous retrouve demain 21h dans le cadre de Tout au clair, bien évidemment, avec une nouvelle problématique, celle en rapport avec la crise anglophone et cette All Anglophone Conference qui n'aura plus lieu, il faut le préciser. Les autorités ont interdit la manifestation qui était annoncée pour les 21 et 22 novembre 2018 prochains à Buea, chef-lieu de la région du sud-ouest du Cameroun. Il n'y aura donc pas la All Anglophone Conference. D'ailleurs, à cet effet, le cardinal Christian Toumi, l'un des initiateurs de cette rencontre, devra donner une conférence de presse dans ses services précisément à 10h. Bonsoir.